Après les funérailles de mes parents, ma sœur a pris la maison et m'a tendu une carte de 1000 € que mes parents avaient laissée, comme une sorte de « charité », avant de me mettre à la porte parce que j'étais adopté. Je me suis senti humilié, alors je l'ai jetée et n'y ai pas touché pendant 5 ans. Humilié, en allant à la banque pour l'annuler. L'employé a prononcé une seule phrase, qui m'a laissé sous le choc. Le vent glacial d'un hiver parisien semblait me suivre à l'intérieur alors que je me tenais, tremblante, au comptoir de la banque comme si j'attendais d'être jugée. Je m'appelle Amélie. J'ai 27 ans, et j'ai fait glisser une carte de débit rayée sur la surface froide du marbre parce que j'avais désespérément besoin de l'argent qu'elle contenait. La guichetière a jeté un regard sur mon manteau usé avec un dégoût évident tandis qu'elle se préparait à passer ce morceau de plastique que j'avais ignoré pendant 5 longues années. Je voulais seulement retirer les 1000 € exacts qu'il y avait dessus pour couvrir mes frais médicaux urgents avant que l'hôpital n'arrête mon traitement. Mais l'humiliation que j'ai ressentie à ce moment-là n'était rien comparée au jour où ma vie s'est brisée, 5 ans plus tôt, dans notre domaine familial. L'air du salon était épais de l'odeur des lices funéraires tandis que l'avocat de la famille lisait le testament de mes défunts parents. Je suis resté assise en silence pendant qu'il annonçait que l'ensemble du portefeuille de propriété reviendrait à ma sœur aînée. Elle n'a même pas attendu qu'il finisse avant de s'emparer de la petite enveloppe portant mon nom. Ma sœur l'a déchirée, révélant une unique carte de débit, puis me l'a jetée en plein visage avec un pur dégoût dans les yeux. Elle a crié que maman et papa avaient seulement eu pitié de moi parce que j'étais simplement l'enfant adopté. Sans la moindre once de pitié, elle a montré la porte du doigt et m'a dit de prendre les 1000 € comme paiement final et de sortir de sa maison immédiatement. J'ai été jeté dans la nuit glaciale avec rien d'autre que ce morceau de plastique. De retour au présent, la guichetière a passé la carte, et son expression a soudainement changé, passant de l'arrogance à une terreur absolue alors qu'elle s'est penchée plus près et a murmuré une phrase qui m'a laissé figé de choc. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour découvrir ce que la guichetière a murmuré et comment cette découverte a ruiné la vie de ma sœur pour toujours. Retour 5 ans en arrière, juste après les funérailles de mes parents, tout s'est passé si vite que je n'arrivais toujours pas à croire que c'était réel. Mes parents étaient partis, emportés soudainement dans un terrible accident après qu'un incendie massif se fût déclaré dans leur usine. Quelques jours plus tôt, ils étaient encore en vie et m'appelaient de cette voix douce et familière. Mais ensuite, tout a disparu en un seul instant dévastateur. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi avec une finalité qui marquait la fin de ma vie en tant que fille de la famille Lefebvre. Je me suis détourné de la chaleur du vestibule pour affronter directement le vent mordant d'une tempête de neige sur Paris qui enterrait la ville sous des couches de glace et de neige. Ma fine robe noire était inutile dans le froid polaire, la neige s'infiltrant à travers le tissu et pénétrant jusqu'à mes os, me glaçant jusqu'à la moelle. J'ai erré le long de la longue allée, hébété, tandis que mes dents claquaient de manière incontrôlable et que ma vision était brouillée par des larmes qui gelaient sur mes joues. Le froid physique était atroce, mais ce n'était rien comparé à la vérité glaciale qui s'installait dans ma poitrine, les personnes qui avaient juré de m'aimer m'avaient jeté comme un déchet. J'ai peiné à travers les congères grandissantes sur plusieurs pâtés de maison, sans manteau ni bagage, car ma sœur aînée, Valérie, ne m'avait même pas donné le droit de faire une valise avant de me mettre dehors. Je savais que je ne survivrais pas à la nuit dehors sans abri. Alors, mes doigts tremblants ont cherché mon téléphone et ont composé le seul numéro que je savais qui répondrait aussi tard. Ma meilleure amie, Sarah, a décroché à la 2e sonnerie et m'a dit de venir immédiatement sans poser la moindre question difficile. Cette nuit-là, je me suis recroquevillé sur son canapé beige et bosselé dans son minuscule appartement, écoutant le vent hurler contre la fenêtre comme un fantôme en deuil. Sarah m'a apporté une couverture et une tasse de café chaud pendant que je fixais le mur vide, trop choqué pour parler de la trahison que je venais de subir. Son appartement était exigu et sentait légèrement la lessive, mais il offrait la sécurité que ma maison d'enfance ne m'offrait plus. J'ai ressenti une gratitude immense pour son silence, car même un seul mot de réconfort aurait brisé le calme fragile que j'essayais désespérément de maintenir. Le lendemain matin a apporté une dure réalité alors que je vidais mes poches sur la table basse de Sarah pour voir ce qu'il me restait. La seule chose de valeur que je possédais était la carte de débit rayée que Valérie m'avait jetée au visage la nuit précédente comme un déchet. Je l'ai ramassée, et une vague de colère brûlante est montée en moi, submergeant momentanément le chagrin qui écrasait ma poitrine. J'ai plié la carte jusqu'à ce que le centre devienne blanc, car je ne désirais rien de plus que de la casser en deux et de jeter les morceaux à la poubelle. Accepter cet argent, c'était comme accepter leur insulte et admettre que j'étais vraiment juste une enfant adoptée qui ne méritait que de la pitié. J'ai hésité longtemps avant de relâcher lentement ma prise et de glisser la carte au fond de mon portefeuille.
J'ai décidé de la garder non pas pour l'argent, mais comme preuve physique de la cruauté à laquelle je venais d'échapper. J'ai quitté l'appartement de Sarah une semaine plus tard, car je refusais d'être un fardeau pour qui que ce soit, jamais plus. Les 5 années suivantes m'ont transformé de fille bien élevée en une femme forgée par l'épuisement et la ténacité. J'ai pris un emploi dans un restaurant délabré d'un quartier populaire appelé le Bistrot de l'Angle, où l'air sentait toujours la graisse brûlée et le café rassis. Mes journées sont devenues un cycle incessant de services doubles et de nuits blanches, à servir des clients impolis qui laissaient des pourboires en petite monnaie. Je frottais des sols sales jusqu'à avoir les genoux meurtris et lavais des montagnes de vaisselle grasse jusqu'à ce que mes mains soient à vif et couvertes d'ampoules. Chaque euro que je gagnais allait directement au remboursement de mes prêts étudiants et au loyer d'un appartement en sous-sol qui était inondé à chaque pluie. J'ai appris à survivre avec les restes de nourriture de la cuisine du restaurant et à coudre mes propres vêtements pour économiser de l'argent plutôt que de demander de l'aide. Pendant que je comptais mes sous pour m'offrir un simple repas de nouilles instantanées, des rumeurs sur mon ancienne famille me parvenaient par de vieilles connaissances. J'ai entendu dire que Valérie et mon beau-frère, Didier, menaient une vie d'excès absolu entre les murs de ma maison d'enfance. Les gens chuchotaient à propos des fêtes extravagantes qu'ils organisaient, où le champagne coulait à flots et où les invités dansaient sur les meubles de prix que ma mère avait chéris. Didier achetait apparemment une nouvelle voiture de sport tous les 6 mois et les garait dans l'allée que je déneigeais pendant les hivers. Il dilapidait la fortune familiale avec une arrogance insouciante qui suggérait que l'argent ne s'épuiserait jamais. Je me suis forcé à ignorer leur bonheur et me suis concentré entièrement sur ma propre survie dans l'ombre de la ville. La jeune fille naïve qui mendiait l'acceptation aux funérailles était morte dans la neige cette nuit-là, laissant derrière elle une femme qui ne faisait confiance à personne. 5 ans plus tard, un mardi matin glacial dans le centre de Paris, la fragile stabilité que je m'étais construite s'est finalement effondrée sous le poids d'un simple accident malheureux. Je m'étais gravement ébouillanté le bras en transportant une marmite de soupe bouillante pendant un service de midi chargé au restaurant, ce qui a entraîné des brûlures au second degré nécessitant des soins médicaux immédiats. Le médecin m'a ordonné de rester à la maison pendant au moins 2 semaines pour éviter toute infection, mais mon directeur m'a informé sans ménagement que si je ne travaillais pas, je ne serais pas payé un seul centime. La perte de 2 semaines de salaire a été un coup catastrophique, car je vivais de salaire en salaire, sans aucune épargne pour amortir la chute. Mon propriétaire avait déjà glissé un avis d'expulsion rouge vif sous ma porte ce matin-là, et la pharmacie exigeait le paiement de la crème pour brûlure et des antibiotiques dont j'avais désespérément besoin. Je me suis assise sur le bord de mon matelas, serrant mon bras lancinant, et j'ai réalisé avec un cœur lourd que j'étais complètement à court d'options. La seule bouée de sauvetage qu'il me restait dans ce monde était le morceau de plastique rayé que j'avais caché dans mon portefeuille pendant 5 ans. Utiliser l'argent que Valérie m'avait jeté au visage ressemblait à un aveu de défaite, car cela prouvait qu'elle avait raison de me considérer comme un cas social incapable de survivre par ses propres moyens. Cependant, la douleur lancinante dans mon bras et la perspective terrifiante de dormir dans les rues enneigées m'ont forcé à ravaler ma fierté. J'ai enfilé mon manteau élimé pour couvrir mon bras bandé et j'ai marché 10 pâtés de maison jusqu'à l'agence la plus proche de la banque fiduciaire de la Seine, la tête basse de honte. Le hall de la banque était d'une chaleur intimidante et sentait le parfum de luxe, ce qui contrastait vivement avec l'odeur rance de graisse qui s'accrochait à mes propres vêtements. J'ai attendu dans la longue file, essayant d'ignorer les regards jugeurs des hommes d'affaires en costume sur mesure qui s'écartaient de moi comme si la pauvreté était contagieuse. Quand j'ai finalement atteint le début de la file, je me suis approché du comptoir en marbre où attendait une jeune femme aux ongles parfaitement manucurés et à l'uniforme rigide. Elle m'a regardé de haut en bas avec une expression de dégoût non dissimulée avant que ses yeux ne se posent sur la carte abîmée que j'ai placée sur la surface en verre. Le plastique était usé et blanc sur les bords, et plié au milieu depuis la nuit où j'avais failli la casser en deux, 5 ans auparavant. Elle l'a saisie délicatement du bout des doigts, comme si c'était un déchet sale qui pourrait souiller ses mains immaculées. Elle n'a même pas essayé de cacher son scepticisme en retournant la carte pour vérifier la signature avant de me regarder avec un sourire narquois. Êtes-vous sûr que cette carte est encore active? On dirait qu'elle devrait être à la poubelle. J'ai senti mon visage brûler d'humiliation, mais je me suis forcé à maintenir son regard car je n'avais plus d'énergie pour me battre pour ma dignité. Vérifiez simplement le solde, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de cet argent aujourd'hui. La guichetière a levé les yeux au ciel et a poussé un soupir d'agacement audible avant de glisser lentement la carte dans le lecteur de son ordinateur. J'ai retenu mon souffle et me suis préparé mentalement à retirer chaque centime des 1000 € pour pouvoir payer mon propriétaire et ne plus jamais remettre les pieds dans cet endroit. Je m'attendais à ce que la machine émette un bip et affiche le maigre solde, mais à la place,
une alarme forte et stridente a soudainement brisé l'atmosphère calme de la banque. Ce n'était pas le simple son d'une transaction refusée, mais une sirène continue et aiguë qui signalait une faille de sécurité majeure ou une erreur système critique. Toutes les personnes dans le hall se sont arrêtées et se sont tournées pour me regarder, tandis que les gardes de sécurité près de l'entrée posaient la main sur leur holster. Je suis resté figé de terreur, car j'ai immédiatement supposé que Valérie avait dû déclarer la carte volée des années auparavant pour me piéger pour un crime que je n'avais pas commis. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes alors que j'attendais que la police vienne m'emmener menotter. Cependant, la réaction de la guichetière était encore plus alarmante que le bruit lui-même, car son visage s'était vidé de toute couleur. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle fixait l'écran de l'ordinateur, qui clignotait d'une lumière rouge vive et menaçante illuminant ses traits pâles. Elle m'a regardé, non plus avec dégoût, mais avec une peur soudaine et écrasante que je ne pouvais pas comprendre. Elle a cherché à tâtons le téléphone interne sur son bureau et a composé un numéro avec des doigts tremblants, gardant les yeux fixés sur moi comme si j'étais un fantôme. « Monsieur le directeur, veuillez venir au guichet 5 immédiatement. Nous avons un code rouge sur une carte de fiducie prioritaire. » Oui, la titulaire est juste ici. Quelques instants plus tard, à l'intérieur de la luxueuse salle de réunion VIP de la banque, l'atmosphère est passée de la panique à un silence oppressant qui me faisait bourdonner les oreilles. J'étais assise sur un canapé en cuir moelleux qui coûtait plus que mon loyer annuel, tenant une tasse de thé en porcelaine que j'étais trop terrifié pour boire. Le directeur de l'agence faisait les 100 pas devant moi, essuyant des perles de sueur de son front avec un mouchoir en soie. Il ne ressemblait en rien à l'homme arrogant qui dirigeait habituellement cet établissement, car il tremblait actuellement d'un mélange d'admiration et de peur. Il a posé la carte de débit abîmée sur la table en acajou poli entre nous, comme s'il s'agissait d'un artefact fragile d'une immense puissance. J'ai fixé le plastique rayé et je me suis demandé si j'allais être arrêté pour fraude, car je croyais toujours qu'il n'y avait que 1000 € dessus. Le directeur a finalement cessé de faire les 100 pas et a pris une profonde inspiration pour calmer sa voix tremblante avant de me regarder droit dans les yeux. « Mademoiselle Amélie, je vous prie de m'excuser pour la confusion. Ce n'est pas une carte de débit. C'est la clé maîtresse du fonds fiduciaire de la famille Lefebvre, établi il y a 5 ans. » J'ai cligné des yeux, confuse, car les mots qu'il prononçait sonnaient comme une langue étrangère à mon esprit épuisé. J'ai essayé de lui demander ce qu'il voulait dire, mais ma gorge était si sèche qu'aucun son n'est sorti. Le directeur a ouvert un dossier en cuir qu'il avait apporté avec lui et l'a retourné pour que je puisse voir les chiffres imprimés sur la page. Il a pointé la ligne du bas où une série de chiffres s'étirait sur le papier. Il a annoncé d'un ton solennel que le solde actuel du compte était de 5 millions d'euros. J'ai senti le sang quitter mon visage alors que la pièce commençait à tourner autour de moi. Il a expliqué que cet argent provenait de l'énorme police d'assurance vie de mes parents, qui comportait une clause de double indemnité en cas de mort accidentelle. Au cours des 5 dernières années, le montant principal avait été investi de manière agressive dans des actions et des obligations à haut rendement, ce qui avait permis aux intérêts de s'accumuler de manière exponentielle. Je suis resté assise là, figé, tandis que mon esprit luttait pour concilier les deux réalités qui s'entrechoquaient. J'avais crevé de faim pendant 5 ans pour économiser quelques euros pour un repas, alors que 5 millions d'euros se trouvaient dans mon portefeuille pendant tout ce temps. Je m'étais humilié à récurer des toilettes et à servir des clients impolis alors que j'étais secrètement multimillionnaire. L'ironie était si amère que j'avais envie de rire et de crier en même temps. Avant que je puisse traiter cette révélation, la lourde porte en bois de la salle VIP s'est ouverte slowly. Une silhouette que je n'avais pas vue depuis le jour des funérailles est entrée dans la pièce, portant une épaisse mallette en cuir qui semblait lourde de secrets. L'avocat de la famille, Maître Dubois, paraissait plus âgé que dans mon souvenir, avec plus de gris dans ses cheveux et des rides plus profondes gravées autour de ses yeux tristes. Il a salué solennellement le directeur de la banque, qui s'est rapidement excusé pour nous laisser en privé. Maître Dubois s'est assis en face de moi et a posé une épaisse pile d'enveloppes scellées sur la table, à côté de la carte. Il m'a regardé avec un regard plein de pitié et de tristesse qui m'a retourné l'estomac d'anxiété. Je me suis souvenu de lui, debout dans un coin du salon pendant que Valérie me mettait dehors, et je l'avais détesté pour son silence cette nuit-là. Il a posé sa main sur les dossiers et les a poussés doucement vers moi. « Vos parents savaient que ce jour viendrait, Amélie. Ils m'ont fait promettre de ne pas vous approcher avant que vous n'activiez la carte vous-même. Lisez ceci. Cela explique tout. » J'ai pris l'enveloppe de sa main et j'ai senti mon cœur s'arrêter lorsque j'ai reconnu l'écriture familière de ma mère sur le devant. Mes doigts tremblaient si violemment que j'ai failli laisser tomber la lettre, une vague de nausée me submergeant.
J'ai déchiré le sceau et déplié le papier pour voir les mots qui avaient été écrits par des fantômes il y a 5 ans. La lettre confirmait tout ce que le directeur de la banque avait dit et déclarait clairement que j'étais l'unique bénéficiaire de l'ensemble de leur patrimoine liquide. Le choc s'est rapidement transformé en une rage brûlante et aveuglante qui a parcouru mes veines comme du feu. J'ai pensé aux nuits où j'avais dormi par terre et aux jours où j'avais eu faim parce que je n'avais pas d'argent pour manger. J'ai pensé à l'humiliation de récurer des toilettes pendant que Valérie vivait comme une reine dans notre maison. J'ai levé les yeux vers Maître Dubois à travers un brouillard de larmes de colère, car je ne comprenais pas pourquoi il m'aurait soumise à une telle torture. Cela ressemblait moins à un cadeau qu'à un jeu cruel qu'ils avaient joué avec ma vie. 20 minutes plus tard, assis seul avec la tablette que Maître Dubois m'avait fournie, j'ai fixé l'écran vide avec des mains tremblantes avant de finalement trouver le courage d'appuyer sur lecture. L'écran s'est animé, révélant les visages de mes parents assis côte à côte sur le familier canapé beige de notre ancien salon. Ils avaient l'air incroyablement las, et leurs visages étaient marqués de profondes rides d'épuisement que je n'avais jamais remarquées quand j'étais plus jeune. Mon père s'est raclé la gorge nerveusement tandis que ma mère a tendu la main pour serrer la sienne en guise de soutien, comme s'il se préparait à annoncer la pire nouvelle imaginable. Leurs yeux étaient remplis d'un mélange d'amour immense et d'une anxiété terrifiée qui a transpercé la carapace que j'avais construite autour de mon cœur. Mon père a commencé à parler d'un ton grave qui commandait l'attention, expliquant le cauchemar qu'ils avaient vécu en secret durant leurs derniers mois. Il a révélé qu'ils avaient découvert que Valérie avait accumulé d'énormes dettes de jeu qui devenaient complètement incontrôlables. Elle avait secrètement utilisé son futur héritage comme garantie pour emprunter de l'argent à de dangereux usuriers qui commençaient à menacer la sécurité de toute la famille. Ils ont réalisé que Valérie prévoyait de prendre le contrôle de leurs biens immédiatement pour payer ses créanciers, ce qui m'aurait laissé sans absolument rien. Il a fait une pause pour essuyer une larme de son œil avant de regarder directement dans l'objectif de la caméra avec une intense gravité. Nous avons découvert les dettes de Valérie, ma chérie. Si nous t'avions laissé de l'argent ouvertement, elle t'aurait poursuivi en justice, harcelé, ou pire, pour l'obtenir. Nous ne pouvions pas laisser cela se produire. La vidéo continuait en expliquant qu'ils avaient dû concevoir une stratégie désespérée pour assurer ma survie à long terme, même si cela signifiait me briser le cœur à court terme. Ils ont décidé de laisser le domaine familial à Valérie comme un leur massif, car c'était le bien le plus visible qu'elle convoitait. Ils savaient que sa cupidité la ferait se concentrer entièrement sur la maison et le style de vie qu'elle offrait, tout en ignorant la pitance apparemment insignifiante qui m'était laissée. S'ils avaient partagé l'argent équitablement ou m'en avaient donné une part, Valérie m'aurait entraîné dans des procès sans fin ou m'aurait menacé physiquement jusqu'à ce que je le lui cède. La carte de débit avec les 1000 € était conçue pour ressembler à une insulte finale, pour me faire partir rapidement afin que je sois loin de la portée de Valérie lorsque ses créanciers viendraient frapper à la porte. Ma mère s'est alors penchée plus près de la caméra, des larmes coulant sur ses joues pâles, tandis qu'elle expliquait le mécanisme derrière le fonds fiduciaire. Ils avaient secrètement transféré tous leurs actifs liquides dans le fonds et l'avaient bloqué avec une clause de maturité stricte de 5 ans. Ils avaient calculé qu'il faudrait exactement 5 ans à Valérie pour dilapider la valeur de la maison et se détruire financièrement. Ils voulaient s'assurer qu'au moment où je recevrais cet argent, Valérie serait impuissante et incapable de me faire du mal. Elle a tendu la main et a touché l'écran comme si elle essayait de me caresser les cheveux à travers la barrière numérique. Il fallait être cruel pour ton bien. Nous avions besoin que tu sois loin d'elle, en sécurité et indépendante. S'il te plaît, pardonne-nous de t'avoir fait du mal, ma petite fille imprudente. L'écran est devenu noir, me laissant seul dans la pièce silencieuse avec le poids écrasant de leur sacrifice sur ma poitrine. J'ai serré l'appareil froid contre mon cœur et me suis plié en deux alors qu'un sanglot guttural a déchiré ma gorge. Pendant 5 ans, j'avais maudit leur nom et cru qu'ils me considéraient comme une citoyenne de seconde zone parce que j'étais adopté. J'ai réalisé, avec un choc écœurant, que je m'étais trompé sur absolument tout depuis le jour des funérailles. Ils ne m'avaient pas banni parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais ils m'avaient envoyé au loin parce qu'ils m'aimaient assez pour jouer les méchants dans mon histoire. Ils ont accepté ma haine et sont morts en me laissant penser qu'ils étaient cruels, juste pour s'assurer que je serais ici aujourd'hui, millionnaire. La douleur de ma pauvreté passée s'est évanouie instantanément, remplacée par une gratitude profonde et douloureuse pour les parents que j'avais perdus. Je vous pardonne, ai-je murmuré dans le silence de la pièce. Je vous pardonne pour tout. Pendant que j'étais assise dans la sécurité douillette de la salle VIP de la banque, absorbant la vérité qui changeait ma vie que mes parents m'avaient laissée, Maître Dubois exposait la sombre réalité de ce qui se passait de l'autre côté de la ville, dans ma maison d'enfance.
Il avait surveillé de près le domaine en tant qu'exécuteur testamentaire de la fiducie, et il m'a informé que la banque venait de signifier l'avis de saisie finale ce matin-là. J'ai appris plus tard que l'atmosphère à l'intérieur du manoir avait sombré dans un chaos absolu au moment où l'huissier de justice a affiché l'avis d'expulsion sur la porte d'entrée. Valérie et Didier étaient apparemment en pleine panique, car ils avaient refinancé la maison, pourtant payée, à 3 reprises pour financer un style de vie somptueux et un investissement en crypto-monnaie soi-disant garanti qui s'était effondré à zéro du jour au lendemain. Les murs qui avaient autrefois abrité les rires de mes parents résonnaient maintenant des cris stridents d'un mariage s'effondrant sous le poids de la ruine financière. Selon les voisins qui ont entendu l'agitation, la dispute entre eux était explosive. Didier avait apparemment cessé de faire les 100 pas pour pointer un doigt tremblant vers ma sœur, les yeux exorbités d'accusation. Ils viennent nous expulser demain, Valérie. Je t'avais dit de ne pas tout miser sur ce plan de crypto. Valérie, qui n'a jamais accepté la responsabilité de ses échecs, a jeté un vase contre le mur avant de lui hurler dessus avec une venin égale. Tais-toi, Didier. C'est toi qui as eu l'idée de refinancer la maison en premier lieu. Entendre parler de leur misère a déclenché en moi un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, la justice. J'ai quitté la banque avec une avance substantielle sur mon héritage et je me suis immédiatement mis en route pour effacer les preuves physiques de ma pauvreté. La première chose que j'ai faite a été de me rendre au service de facturation de l'hôpital et de payer toutes mes factures médicales en suspens, ressentant une vague de puissance incroyable en voyant le solde tomber à zéro. Ensuite, je suis entré dans une boutique de luxe du centre-ville, le genre d'endroit que j'avais peur de regarder, même à travers la vitrine. J'ai acheté un manteau en laine noire sur mesure, une robe sophistiquée et des bottes en cuir qui protégeaient réellement du froid. Je me suis regardé dans le miroir de la cabine d'essayage et j'ai vu une femme qui n'était plus une victime, mais une force avec laquelle il fallait compter. La peur qui avait hanté mes yeux pendant 5 ans a été remplacée par une détermination d'acier à finir ce que mes parents avaient commencé. Maître Dubois m'a retrouvé dans un café tranquille plus tard dans l'après-midi pour discuter de la phase finale du plan de mes parents concernant le domaine familial. Il a posé un dossier épais sur la table et m'a informé qu'en raison du non-respect de Valérie et de l'ampleur de sa dette, la banque avait accéléré le processus. La maison doit être vendue lors d'une vente aux enchères d'urgence à l'aveugle demain matin, a expliqué Maître Dubois en tapotant le document. C'est la seule occasion de sécuriser la propriété avant qu'elle ne soit mise sur le marché public. J'ai regardé l'avocat avec une détermination d'acier, mon cœur battant à tout rompre dans l'attente de récupérer le sanctuaire qui m'avait été volé par la cupidité et la malveillance. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'acheter une maison. Il s'agissait de reprendre mon histoire et ma dignité. Rachetez-la, Maître Dubois, ai-je dit, ma voix calme et froide. Je vous autorise à placer l'offre la plus élevée par le biais d'une société écran. Le prix m'importe peu. Assurez-vous simplement que Jean soit la propriétaire d'ici demain midi. Si nous enchérissons anonymement, ils ne sauront pas que c'est vous avant la signature de l'acte de propriété. Est-ce votre intention, demanda-t-il, le stylo planant au-dessus du papier. Exactement, ai-je répondu en signant de mon nom d'une main ferme. Je veux voir l'expression sur son visage quand elle réalisera qui est vraiment le propriétaire du toit au-dessus de sa tête. Gardez mon identité secrète jusqu'à la dernière seconde. Pendant que j'assurais mon avenir, Maître Dubois m'a raconté que Valérie passait ses dernières heures dans la maison à chercher frénétiquement une bouée de sauvetage. Elle avait passé l'après-midi à appeler tous les contacts de son téléphone, d'anciens amis d'université, des cousins éloignés et même les partenaires commerciaux qu'elle avait précédemment insultés. Elle a supplié et imploré un prêt pour sauver la maison, mais la nouvelle de ses dettes de jeu massifs s'était répandue dans toute la ville. Un par un, ils ont rejeté ses appels, car tout le monde savait qu'elle se noyait et qu'elle avait coupé tous les ponts derrière elle. Elle a même essayé d'appeler notre tante riche, qui s'est contentée de rire et de rappeler à Valérie comment elle m'avait traité aux funérailles 5 ans plus tôt. Valérie a terminé l'appel en larmes, s'effondrant sur le sol au milieu des boîtes qu'elle était trop fière pour emballer, réalisant enfin qu'elle était sur le point de connaître une misère bien pire que tout ce qu'elle m'avait fait subir. Une semaine plus tard, la paisible rue de banlieue de mon enfance s'est transformée en un spectacle chaotique de gyrophares et de cris. J'ai observé la scène se dérouler depuis la banquette arrière d'une berline noire aux vitres teintées, garée un peu plus loin dans la rue où personne ne remarquerait mon arrivée. 2 voitures de police étaient garées au hasard sur la pelouse tandis qu'un camion de déménagement commandé par la banque attendait nonchalamment dans la rue pour vider les meubles. La porte d'entrée du domaine était grande ouverte alors que des agents en uniforme tentaient de raisonner le couple hystérique barricadé à l'intérieur du vestibule. J'entendais Valérie crier des obscénités à plein poumon,
affirmant qu'elle avait des droits et qu'il violait une propriété privée. C'était une démonstration pathétique d'arrogance de la part d'une femme qui avait ignoré tous les avis légaux qui lui avaient été envoyés au cours des 6 derniers mois. J'ai fait signe à mon chauffeur d'avancer lentement jusqu'à ce que nous soyons positionnés juste en face du portail en fer forgé que j'ouvrais manuellement quand je vivais ici. La voiture s'est arrêtée en douceur et j'ai pris une profonde inspiration pour calmer l'adrénaline qui parcourait mes veines avant d'ouvrir la porte. Je suis sorti sur le trottoir, portant le manteau en laine sur mesure que j'avais acheté avec mon héritage et une paire de lunettes de soleil de créateur surdimensionnées qui dissimulaient complètement mes yeux. Le bruit de mes bottes en cuir claquant en rythme contre l'asphalte a percé le bruit de la dispute comme un métronome comptant les secondes jusqu'à leur destruction. Je suis passé devant l'équipe de déménageurs stupéfaits et les policiers las qui étaient soulagés de voir quelqu'un qui semblait avoir autorité sur la situation. Valérie est finalement sortie en trombe sur le porche, les cheveux en désordre et le visage marbré par des heures de pleurs et de cris contre les forces de l'ordre. Elle ne ressemblait en rien à la mondaine sophistiquée qu'elle prétendait être alors qu'elle agitait frénétiquement un morceau de papier froissé devant les agents. Elle m'a aperçu près du bas des marches, mais elle n'a pas reconnu sa propre sœur sous les vêtements chers et la posture assurée. Elle a supposé que j'étais une autre représentante envoyée par la banque pour l'humilier davantage dans son moment le plus bas. Elle a descendu les marches à grandes enjambées agressives et a pointé un doigt tremblant directement vers mon visage, sa voix se brisant de rage. « Qui êtes-vous ? La banque vous a envoyé ici pour vous moquer de moi ? Sortez de ma propriété tout de suite. » Je n'ai ni bronché ni reculé alors qu'elle envahissait mon espace personnel, car je n'étais plus la jeune fille effrayée qu'elle avait intimidée pendant des décennies. J'ai levé lentement mes mains gantées pour retirer mes lunettes de soleil et j'ai regardé droit dans les yeux la femme qui avait ruiné ma vie 5 ans plus tôt. La reconnaissance l'a frappée comme un coup physique à l'estomac, faisant instantanément pâlir son visage. Sa bouche s'est ouverte et fermée silencieusement comme un poisson hors de l'eau, son cerveau luttant pour traiter l'impossibilité qui se tenait devant elle. Didier est sorti en titubant de la maison derrière elle, portant une boîte d'appareils électroniques qu'il a laissé tomber sur le béton avec un grand fracas en réalisant qui se tenait dans leur allée. Le silence qui a suivi était lourd et suffocant jusqu'à ce que Maître Dubois s'avance de derrière les policiers, tenant l'acte de propriété à la main. Il s'est raclé la gorge et a annoncé d'une voix forte et claire que la propriété avait été vendue lors d'une vente aux enchères à l'aveugle ce matin-là. Il a fait un geste respectueux vers moi et a déclaré que mademoiselle Amélie Lefebvre était l'unique propriétaire légale du domaine, avec effet immédiat. La révélation a semblé couper le souffle à toutes les personnes présentes alors que la dynamique du pouvoir a basculé violemment en ma faveur. Didier a été le premier à se remettre du choc, son instinct de survie prenant le dessus sur tout sens de loyauté envers sa femme. Il a regardé Valérie avec un dégoût soudain, puis s'est précipité vers moi avec un sourire pathétique collé au visage. Il a commencé à bredouiller rapidement, disant qu'il m'avait toujours apprécié et que tout était de la faute de Valérie parce qu'elle contrôlait les finances. Il a essayé de tendre la main pour toucher mon bras en prétendant être une victime de sa manipulation, mais j'ai reculé pour le laisser ne saisir que du vide. C'était écœurant de le voir sacrifier sa femme si rapidement juste pour sauver sa propre peau. Valérie a regardé son mari avec incrédulité avant de tourner son regard désespéré et terrifié vers moi. L'arrogance qui avait défini son existence s'est évaporée instantanément, laissant derrière elle une femme brisée qui réalisait qu'elle avait absolument tout perdu. Elle s'est effondrée à genoux, là, sur l'allée sale, et a tendu la main pour agripper l'ourlet de mon manteau avec des mains tremblantes. Elle s'est mise à sangloter de manière incontrôlable en essayant d'évoquer le lien familial qu'elle avait rompu avec une paire de ciseaux des années auparavant. « Amélie, s'il te plaît. Nous sommes sœurs. Les liens du sang sont plus forts que tout, n'est-ce pas? Tu ne peux pas laisser ta propre sœur vivre dans la rue. » Debout fermement sur le porche de ma maison d'enfance, je les ai regardés de haut avec une expression qui ne portait aucune trace de la sympathie que Valérie essayait désespérément d'évoquer. Elle a continué à sangloter sur notre histoire commune et la sainteté des liens familiaux tout en s'agrippant à l'ourlet de mon manteau avec ses doigts tremblants. J'ai sorti mon smartphone de ma poche, où Maître Dubois avait téléchargé un fichier très spécifique des archives de sécurité du domaine ce matin-là. J'ai touché l'écran pour lancer la vidéo et j'ai tourné l'appareil pour que Valérie et Didier puissent voir clairement la vidéo granuleuse en noir et blanc. L'enregistrement montrait une Valérie plus jeune, debout sur ce même seuil de porte il y a 5 ans, jetant mes maigres possessions dans la neige et hurlant des insultes haineuses à une jeune fille terrifiée. Le son était assez clair pour entendre sa voix crier que je n'étais rien d'autre qu'une erreur génétique qui méritait de mourir de froid. Valérie a cessé de pleurer instantanément en regardant sa propre cruauté se dérouler sur le petit écran avec des détails angoissants.
Elle a levé les yeux vers moi avec la terreur dans le regard, car elle réalisait que je n'avais pas oublié une seule seconde de cette nuit-là. J'ai rangé lentement le téléphone et me suis approché d'elle jusqu'à la dominer de toute ma hauteur alors qu'elle était à genoux, tel un juge rendant un verdict final. Je l'ai regardée droit dans ses yeux remplis de larmes et j'ai répété les mots mêmes qu'elle avait utilisés pour détruire mon âme une demi-décennie plus tôt. Tu m'as dit cette nuit-là que j'étais une étrangère pour cette famille et que je n'avais pas ma place ici. Tu as dit que les liens du sang sont plus forts que tout et que, puisque j'étais adopté, je n'étais rien pour toi. Eh bien, Valérie, je respecte tes souhaits, car je vais te traiter exactement comme une étrangère. Je me suis tourné vers le chef de l'équipe de sécurité privée que j'avais engagé pour accompagner Maître Dubois et j'ai fait un signe de tête sec en direction du portail. Expulsez ces intrus de ma propriété immédiatement et assurez-vous qu'ils ne remettent plus jamais les pieds dans cette rue. 2 gardes costauds se sont avancés et ont saisi Valérie et Didier par les bras pour les traîner loin du porche. Didier a commencé à crier qu'il était innocent et m'a supplié de lui accorder juste un petit prêt pour se remettre sur pied. Valérie a crié mon nom dans un gémissement de désespoir aigu alors qu'elle était traînée le long de l'allée qu'elle avait autrefois parcourue avec une telle arrogance. J'ai regardé sans broncher jusqu'à ce qu'il soit jeté à l'extérieur du portail en fer forgé, qui a ensuite été refermé et verrouillé avec un lourd bruit métallique. Ils ont été laissés sur le trottoir, avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient, pour affronter les montagnes de dettes et les conséquences juridiques qui les attendaient. La foule de voisins et de policiers s'est lentement dispersée, me laissant seul dans le silence du grand domaine. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte d'entrée ouverte pour entrer dans le vestibule où l'air était encore épais de la tension de la confrontation. Je suis passé devant le salon où les meubles étaient recouverts de draps de protection et j'ai monté le grand escalier vers le 2e étage. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre la chambre principale au bout du couloir, où mes parents avaient passé leurs dernières années. J'ai poussé doucement la porte et j'ai été accueilli par le léger parfum de lavande de ma mère, qui persistait encore dans le tissu des rideaux. Je me suis approché du grand lit à baldaquin et je me suis assise sur le bord du matelas où il me lisait des histoires avant de dormir quand j'étais enfant. Le silence ici n'était pas vide, mais plutôt rempli d'une chaleur réconfortante qui ressemblait à une étreinte spectrale des 2 personnes qui m'aimaient le plus. J'ai passé ma main sur la couette douce et j'ai fermé les yeux pour les imaginer assis à côté de moi une dernière fois. Merci, ai-je murmuré dans la pièce silencieuse alors que des larmes de gratitude coulaient enfin sur mes joues. Merci d'avoir été les méchants pour que je puisse être l'héroïne de ma propre vie. Je promets de vous rendre fier. J'ai fait le vœu, là, dans leur chambre, d'utiliser cette fortune non pas pour la vanité, mais pour créer un héritage de bonté. J'allais créer une fondation en leur nom, dédiée à fournir des bourses d'études et des logements sûrs pour les enfants adoptés et les orphelins qui avaient été maltraités ou abandonnés. Je transformerai la douleur de mon passé en un bouclier pour ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Leçon de cette histoire. Le sang ne définit pas la famille. Les personnes qui partagent votre ADN peuvent être vos pires ennemis, tandis que celles qui choisissent de vous aimer sont votre véritable famille. Mes parents ont prouvé que leur amour pour leur fille adoptive était plus fort que n'importe quel lien biologique, tandis que ma sœur a prouvé que le sang partagé n'est aucune garantie de loyauté ou de bonté. La cupidité est un puissant fond. Valérie avait tout ce dont elle avait besoin pour vivre une vie confortable, mais son désir insatiable d'en avoir plus l'a conduite à détruire son héritage et ses relations. Si vous laissez la cupidité contrôler vos décisions, elle finira par vous consumer, ainsi que tous ceux que vous prétendez aimer, vous laissant avec absolument rien à la fin. La résilience est votre plus grand atout. Ils m'ont dépouillé de ma maison, de mon argent et de ma dignité, mais ils n'ont pas pu m'enlever ma volonté de survivre. Quand vous apprenez à vous tenir debout par vous-même pendant la tempête, personne ne peut plus jamais vous faire tomber, car votre force vient de l'intérieur, pas de ce que vous possédez.